Donc maintenant, on va se placer de l'autre côté. Si je pratique le bouddhisme, qu'est-ce que ça fait sur nos cerveaux? Alors, ce que je ne vais pas faire, parce qu'on trouve ça assez facilement dans la littérature, c'est de vous parler des pratiques de pleine conscience que l'on fait à l'hôpital sur 8 semaines, qui sont des protocoles très très précis, très déterminés. Je pense que tout le monde sait que ça réduit l'anxiété, ça diminue les rechutes de dépression. Donc tous ces effets-là sont bien connus, mais c'est quelque chose de très particulier, cette méditation de pleine conscience à l'hôpital. Là, je voudrais vous parler du bouddhisme en général que vous pouvez pratiquer en dehors de l'hôpital et en dehors de la pleine conscience. Donc ce qu'on va trouver presque toujours, quelle que soit la forme de méditation bouddhique que l'on fait, il y a toujours un effet relativement calmant. Donc si vous avez vu des livres un petit peu anciens, vous avez peut-être vu, on dit c'est les ondes alpha, c'est le système parasympathique qui s'active, et patati patata. Bon, c'est un petit peu plus subtil que ça, mais effectivement, on a toujours des marqueurs qui sont des marqueurs de relaxation du simple fait de s'être posé tranquillement. Mais en réalité, les ondes alpha ne sont peut-être pas juste un signe de relaxation. Alors ce qui change aussi, c'est le rythme respiratoire. Donc peut-être que cet effet de relaxation est simplement dû au fait qu'on change le rythme respiratoire. Ça, c'est une expérience que tout le monde peut faire. Si vous ralentissez volontairement votre respiration, en insistant sur l'expiration, nécessairement, vous allez vous calmer. Donc comme beaucoup de pratiques méditatives, au moins au démarrage, insistent sur ce ralentissement de la respiration, on va forcément trouver cet effet, donc qui n'est pas particulièrement caractéristique des pratiques méditatives. Ensuite, si vous voulez savoir ce que font les pratiques méditatives sur le cerveau, eh bien, il va falloir savoir de quoi on parle. Parce qu'il y a différents types de pratiques méditatives. Il y a des pratiques méditatives qui sont plutôt relaxantes. Donc, en gros, ce que l'on fait dans un zen, ça va être classé de ce côté-là. Par contre, tout ce qui est bouddhisme ésotérique, donc bouddhisme tibétain, qu'on appelle Vajrayana, là, on est au contraire sur des choses beaucoup plus stimulantes. Donc il voulait quand même essayer de comparer pour voir si c'était dû au fait que c'est du bouddhisme tibétain ou que c'est du bouddhisme indien. Il voulait essayer de comparer des choses seulement stimulantes ou seulement relaxantes dans les différentes traditions. Et on a la chance que dans le bouddhisme tibétain, aussi bien que dans le bouddhisme indien, dit ancien, on a deux phases que l'on peut comparer. Donc on a des phases qui sont des phases plutôt tranquilles, méditation sans objet, méditation plutôt calmante. Donc c'est ce que dans le Theravada on appelle samatha. C'est ce qui a donné naissance aux pratiques de pleine conscience, hein, c'est un dérivé de samatha. Et les pratiquants de bouddhisme ésotérique commencent aussi par ce genre de pratique. Donc on peut voir si elles font la même chose. Si elles font la même chose, c'est vraiment ce côté se poser tranquillement qui a un effet. Et puis après, on voulait voir autre chose. On voulait voir est-ce qu'on peut avoir des effets différents quand une méditation est plutôt stimulante ou quand on reste sur une méditation relaxante. Donc dans les méditations très stimulantes, on va aller chercher bien sûr du côté du bouddhisme ésotérique, le fait de visualiser des déités qui sont très très actives, des déités positives ou des déités courroucées. Donc c'est une activité intense de visualisation. Ou au contraire, est-ce qu'on va passer dans l'autre forme, dans le bouddhisme indien, Vipassana, qui est au contraire la méditation complètement sans objet, où on laisse absolument tout passer, et qui est, elle, totalement relaxante. Et on leur a demandé après de faire des tests de visualisation pour voir ce que ça avait fait. Et effectivement, si on fait une méditation qui est une méditation stimulante, eh bien on va bien mieux réussir tous ces tests de mémorisation ou même des tests de résolution de problèmes. Et au contraire, si on fait une méditation qui est plutôt calmante, eh bien on ne va pas forcément être très performant là-dedans. Donc effectivement, on ne va pas avoir le même effet selon qu'on est sur un bouddhisme qui met plus l'accent sur les pratiques relaxantes ou un bouddhisme qui met plus l'accent sur des pratiques plutôt dynamisantes. Donc c'est à peu près le seul moment où je parle de bouddhisme ésotérique. Par la suite, je vais plutôt parler justement des autres bouddhismes qui sont plutôt relaxants. Et c'est là que l'on va retrouver notre réseau par défaut. Dans ce réseau par défaut, il peut faire deux choses, il peut fonctionner de deux manières.
une manière qu'on va appeler la concentration. Quand on vous dit de vous concentrer sur quelque chose, vous vous fixez sur cette chose et vous ne voyez plus rien du reste. Ou au contraire, on a l'attention ouverte, on ne fixe rien de particulier et on voit tout sans traiter les choses en particulier. Et c'est là que le réseau par défaut, il fonctionne quand on regarde tout en attention ouverte. Il va être complètement inhibé quand on regarde une chose précise. Donc pour essayer de mieux vous faire comprendre ce qu'est la concentration, on va faire un petit test de cette attention focalisée. Donc il y a plusieurs équipes. Vous allez vous concentrer sur l'équipe blanche et vous devez compter le nombre de passes que vont se faire les filles de l'équipe blanche. Seulement de l'équipe blanche. Vous ne devez absolument pas compter les passes qui sont faites entre les personnes de l'équipe noire. On va dire que oui. Alors, combien de passes? 7. Bien. Moi, j'en avais compté que 15. Donc, si vous avez été très bon en attention, focalisé, vous n'avez peut-être pas remarqué le singe. Moi je ne l'avais pas vu, hein, franchement. Absolument pas vu le singe. Mais il n'y avait pas que le singe. En plus du singe, parce que maintenant c'est connu, il y a des gens qui savent qu'il faut chercher le singe. Il y a une personne qui est partie et il y a le rideau qui a changé de couleur. Et si on fait l'attention focalisée, on ne voit rien de tout ça. Donc là, ça vous montre bien le système, hein, c'est s'isoler dans sa bulle pour ne voir que ce qui est pertinent. Et c'est très utile. Donc il y a certaines méditations qui insistent là-dessus en disant vous devez vous focaliser sur la respiration, vous devez vous focaliser sur la posture, vous devez vous focaliser sur une bougie. Donc là, on travaille vraiment sur ce système d'attention qui est de l'attention très concentrée. Évidemment, le cerveau ne sait pas faire ça. Il sait pendant un certain temps être sur une attention focalisée, et puis ensuite il va y avoir des pensées spontanées, on va prendre conscience qu'on est en train de rêvasser, et comme la consigne est de se concentrer sur la respiration, la posture, la bougie, je ne sais quoi, eh bien on va réorienter son attention sur l'objet de l'attention. Et donc ça fonctionne en permanence comme ça, en cycle, où on va de période d'attention focalisée en période où forcément ça sort de l'attention. La pleine conscience travaille là-dessus, en essayant de maintenir le plus longtemps cette attention focalisée, en particulier sur la respiration. Alors en fait, c'est juste une façon possible d'utiliser l'esprit. Il faut savoir si c'est vraiment ça qu'on souhaite faire. Donc ici, on a mis le degré de fonctionnement automatique. Est-ce que votre cerveau fonctionne de façon totalement automatique ou est-ce que vous en êtes un petit peu plus conscient? Et ici, l'aspect volontaire, l'aspect de contrôle. Et donc on a différents modes de fonctionnement. Soit c'est très automatique et on n'a pas de contrôle dessus. Cela, on retrouve le moi narratif qui ne rend pas heureux. On est dans les ruminations, les pensées obsessionnelles qui, parce qu'elles se répètent, on finit par les croire vraies. Mais toutes les pensées spontanées ne sont pas des ruminations. Il y a des pensées spontanées qui sont juste des pensées spontanées et qui peuvent tout à fait être intéressantes parce que c'est là qu'on a la créativité. Donc le problème, c'est qu'en voulant supprimer les ruminations, parce que je vais même me mettre sur une attention focalisée, certes je vais me débarrasser du singe, mais je verrai rien, je verrai absolument rien d'autre. Et notamment, je vais me priver de l'aspect créatif. Donc, est-ce qu'on souhaite vraiment? Parfois oui, hein, j'ai un diaporama à faire pendant 2 heures, oui, bah là je me mets ici dans ce mode, attention concentrée, je m'occupe de personnes dans le train, etc. Mais faire ça tout le temps et en faire la base fondamentale de la pratique spirituelle, est-ce souhaitable? Il faut vraiment se poser la question.
On peut le souhaiter ou pas, il faut faire un choix. Quand on pratique ce qu'on appelle une attention sans objet, c'est-à-dire je ne me fixe pas sur la respiration, je ne me fixe pas sur la posture, je ne me fixe sur rien, je n'accepte aucun point de fixation. Les pensées, elles arrivent, elles repartent, les sensations, elles arrivent, elles repartent, et je ne me fixe sur rien, en fait je ne m'aide de rien pour focaliser cette attention. À ce moment-là, ce système par défaut, eh bien, il fait son travail, c'est-à-dire qu'il fait de la rêverie. Donc évidemment, les pensées, elles partent en tous sens. Donc on ne peut pas dire, le principe de la méditation, c'est ne pas penser. Ne pas penser, ça veut dire que vous vous êtes concentré, vous avez utilisé l'attention concentrée pour éliminer les pensées. Donc vous vous êtes accroché, vous avez un but qui est de ne pas penser. Ça, c'est pas de la méditation sans objet. La méditation sans objet, c'est de laisser le réseau par défaut fonctionner, créer toutes les rêveries qu'elle souhaite, et juste ne pas vous occuper de toutes ces rêveries. Comme le pancréas sécrète les enzymes, vous laissez le cerveau sécréter ses rêveries. Donc on laisse le réseau par défaut fonctionner. Et quand on le laisse fonctionner, il se met à fonctionner différemment. C'est ça qui est marquant quand on étudie les gens qui ont pratiqué pendant de longues années cette méditation complètement ouverte, c'est que, paradoxalement, l'aspect rêverie se réduit. Tous les circuits associés à la rêverie se réduisent. Donc c'est un petit peu étonnant. Les gens qui pratiquent Zazen, on peut dire que c'est les plus dissipés de tous les méditants, parce qu'ils n'arrêtent pas de rêvasser. Mais à long terme, spontanément, quand ils ne font rien, c'est probablement ceux qui rêvassent le moins. Donc c'est tout à fait paradoxal. Et en plus, on a des zones qui fonctionnent différemment, et en particulier la distinction moi-autre qui devient moins active. Donc ça veut dire qu'on a moins de coupures entre je suis là, les autres sont là-bas, et ça c'est bien sûr la base de l'empathie, ce que sous une autre forme le bouddhisme appelle la compassion. Donc paradoxalement, en ne faisant rien, on obtient exactement ce que l'on souhaite, à savoir être plus attentif et être plus compassionné. Et là on retrouve le paradoxe, parce que c'est très bizarre ce bouddhisme de méditation ouverte. On vous dit, faites rien, il va se passer quelque chose. Évidemment, on se dit mieux. Et puis quoi encore? Eh bien si. Et donc ils l'ont testé sur des pratiquants. Donc là vous avez le nombre d'heures de pratique, on compte en milliers, avant quelques milliers on ne voit rien. Et le degré de distraction dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'ils ont donné à ces gens un petit beeper qui bipait à des moments tout à fait aléatoires, et les gens devaient dire à ce moment-là quel était leur degré de distraction. Et on a une corrélation entre le nombre d'heures de méditation et le degré de distraction dans la vie quotidienne. Et effectivement, on a cette réduction de la distraction que l'on attendait d'après l'étude précédente, où on a vu que les zones associées à la distraction étaient moins actives chez des personnes qui avaient très longuement pratiqué la méditation sans objet. Donc ce n'était pas juste une extrapolation des neurosciences, ça se retrouve concrètement dans la vie des gens. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. On se dit que les gens qui méditent, ils font ça juste pour eux, mais finalement que ça ne change rien. En fait, ça change la façon dont on est dans la vie quotidienne, et ça change la façon dont on est avec les autres, puisque la distinction moi-autre est réduite elle aussi, tout en ne faisant rien. Alors, les critiques qu'on peut faire à ce genre d'études qui corrèlent le nombre d'heures à quoi que ce soit, c'est que c'est peut-être pas pertinent. Vous pouvez avoir des gens qui ont passé des heures et des heures sur leur coussin, mais qui finalement n'ont pas forcément approfondi leur pratique. Donc certains disent qu'il faudra avoir un autre score, qui serait finalement un score de réussite. Et alors c'est quoi la réussite dans une voie bouddhique? Eh bien ils se sont dit pourquoi on n'utiliserait pas l'équanimité, c'est-à-dire le fait de rester calme quand il y a des stimuli qui sont produits. Et effectivement, on arrive à trouver là aussi des scores d'équanimité qui sont bien plus élevés chez les gens qui ont longuement pratiqué que chez des gens qui ont moins pratiqué. Donc finalement, on arrive à voir qu'une méditation traditionnelle, en dehors de tout cadre médical, a des effets sur le cerveau, des effets différents de ceux que l'on voit en méditation de pleine conscience. Donc ce qu'on retrouve en commun avec la méditation de pleine conscience, c'est l'aspect relaxant, ça c'est tout à fait classique. Ce que l'on voit en plus, c'est ce changement à long terme du mode de réseau par défaut, et avec des effets différents. Soit on l'entraîne à s'inhiber plus facilement, méditation avec objet, soit on l'entraîne à fonctionner différemment avec la méditation sans objet.
Donc là, c'est des choix fondamentaux, et les deux types de pratiques bouddhiques existent, hein, à chacun de choisir ce qu'il veut. Et ce que l'on voit, c'est que la conséquence, c'est que ça a des effets vraiment importants dans le fonctionnement de la vie quotidienne et finalement dans la réaction émotive aux différents stimuli. Alors bien sûr, quand on fait ces rapprochements, ça râle des deux côtés. Il y a les spécialistes des neurosciences qui nous disent « oui, mais on ne peut pas étudier le bouddhisme ». Et c'est pas complètement faux. Comment voulez-vous étudier des gens qui ne font rien? C'est une horreur. Donc vous ne trouvez quasiment pas d'études qui sont faites sur les gens qui font de la méditation sans objet. C'est très très difficile à trouver, parce que justement ça divague dans tous les sens, et donc ça ne fait pas une signature facile à suivre. Donc ce qu'ils aiment, c'est au contraire les gens qui ont des protocoles. Voir s'ils ont un protocole en 8 semaines, c'est vraiment le top. Donc en fait, ils font quasiment toutes leurs études sur la méditation de pleine conscience ou sur le bouddhisme ancien, parce que ça fait des étapes et ça s'y prête bien. Le bouddhisme tibétain s'y prête aussi, parce qu'ils font aussi des méditations par tranche. Ils peuvent appuyer sur un bouton chaque fois qu'ils changent de type de méditation. Donc finalement, c'est des bons candidats aussi. Mais le zazen, c'est une horreur. Personne ne veut de nous dans les études de neurophysiologie. Et bien sûr, de l'autre côté, ils critiquent. De toute façon, on a une tradition millénaire. À quoi bon utiliser la science moderne? Ça ne sert à rien. Enfin bon, personne n'est content. Néanmoins, je voudrais retirer votre attention. Des fois que je vous ai convaincu, faites quand même attention à tout ce discours qui utilise les neurosciences, parce que là-dedans, il y a beaucoup de neurofoutaise. C'est-à-dire que quand on a une idée et qu'on la présente sans neurosciences, les gens sont parfaitement capables de savoir qu'une idée vraie est vraie, qu'une idée fausse est fausse. Vous rajoutez un peu de cortex singulaire, d'amygdale, etc. et aussitôt, ils ne savent plus trop repérer les fausses. Mais alors, si vous dites qu'il y a un complexe d'activation qui inhibe le substrat neuronal de... Alors là, incapable de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Donc méfiez-vous, plus il y a de jargon, moins il y a de chances que ce soit vrai. Et actuellement, il y a vraiment des tendances à utiliser les neurosciences, notamment dans l'éducation, où en fait les gens valident juste leurs idées qu'ils ont sur l'éducation, sans forcément être rigoureux. Vous verrez bien si quelqu'un est rigoureux dans ses présentations de neurosciences, il faut que ça critique ses propres idées. Moi, je vous ai montré en quoi les neurosciences peuvent remettre en cause des dogmes bouddhiques. Il faut pouvoir aller jusque-là, sinon c'est qu'on ne fait pas de la science, et qu'on utilise la science pour nos propres préjugés. Et il faut se méfier de ça. Merci.